Rebonjour à toutes et tous, j'espère de nouveau que vous allez bien. Quand vous regardez cette vidéo, vous sortez peut-être de mon top film notable 2021. On se retrouve donc pour la suite, mon flop 2021. Et avant d'entamer donc ce flop 10, j'aimerais juste faire un petit commentaire, à savoir que en travaillant du coup sur mon flop, voilà, en voyant quel film m'avait moyennement plu, j'étais quand même ravi donc de constater qu'on avait quand même eu une très belle année cinéma. Parce qu'en comparaison, mon top film notable, il y avait vraiment énormément de fil à trier, à revoir un petit peu, à me dire ouais ce film il était quand même bien mais non je peux pas le mettre, ah non j'ai préféré celui etc. Alors qu'autant mon flop j'ai eu un petit peu de mal à le compléter, voilà, autant mon top j'avais vraiment beaucoup de films que j'avais aimé et à répertorier dans les films notables ou les très bons films et pour certains ça a vraiment été des choix cornéliens de les placer soit en 4ème, soit en 10ème, soit en 5ème, soit en 6ème, enfin vous m'avez compris. Alors que pour mon flop finalement j'ai pas vu tant de choses mauvaises que ça cette année. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être un ou deux films vraiment pas terribles ou peut-être un seul film nul, mais après c'est vrai que j'ai pas tout vu non plus. Par exemple j'ai pas été voir Camelot, j'ai pas été voir les Touches-4, voilà, il y a quelques trucs comme ça que je me suis pas risqué d'aller voir ou que j'ai pas le temps d'aller voir tout simplement. Mais en tout cas voilà, on a quand même eu une très belle année cinéma. J'espère que ce sera pareil en 2022, mais à mon avis avec tout ce qui est sorti en 2022 je pense que ça va être encore un choix pas possible pour les top flop et films notables 2022. Donc bah, écoutez c'est vraiment très bien. Je sais pas si pour vous c'est la même chose, voilà, si pour vous vous avez vu autant de bons films ou de mauvais films que moi j'en ai vu peu ou autant que j'en ai vu, voilà, donc dites-moi ça en commentaire. Et puis bah écoutez, cette vidéo sera sûrement assez longue, donc bah, écoutez, flop numéro 10. Alors, je sais que je risque de me faire déglinguer rien qu'avec cette 10ème place parce que je sais que le travail de James Gunn est très apprécié chez Marvel avec ce qu'il a fait avec les Gardiens de la Galaxie. Et pourtant, bah, moi je vous annonce que les Gardiens de la Galaxie, bah, c'est vraiment pas mes Marvel préférés. Voilà, j'aime pas trop le style de James Gunn. Son humour en tout cas, bon, il a une patte visuelle, il a une patte artistique, il a une vraie vision, il sait comment mettre en scène, ça c'est pas un problème. Il a un véritable univers. Et pourtant, bah, The Suicide Squad du coup de James Gunn est en flop 10 de ce flop 2021. Je suis désolé, mais moi j'adhère pas, que ce soit les personnages, l'humour pipi caca, bon, les scènes gore c'est sympa, voilà, on sait que les studios, ils ont laissé libre cours, libre arbitre, feu vert total à James Gunn pour faire ce qu'il voulait, qu'il a pu s'exprimer, contrairement à David Ayer, qui lui, on l'a bien ratatiné au montage, etc. Bon voilà, la version de David Ayer est vraiment méprisée, mais dans un cas comme dans l'autre, voilà, que l'un ait pu s'exprimer ou non, je n'aime pas, oula, je vais échapper mon téléphone, excusez-moi, je n'aime aucun des deux films, que ce soit la version Ayer de 2017 ou la version James Gunn de cette année, voilà, j'aime aucune des deux versions, donc non, j'ai pas accroché en fait, voilà, Harley Quinn qui rentre, son entrée en scène, oh désolé, je faisais caca. D'accord, ok, bon si tu me sors ce genre de man là, ça peut faire rire pas mal de gens dans la salle, mais moi non, ça me parle pas en fait, cet humour là, j'aime pas cette équipe là, j'y adhère pas, ces personnages là, bon c'est très cool, voilà, la scène d'introduction bien démentielle, voilà, très gore, très violente au début, c'est sympa 5 minutes, mais vraiment je prends du recul et en fait c'est pas fait pour moi, voilà, ce film en fait il a un ton très enfantin, très adolescent, un ton très rebelle, voilà, c'est un film rebelle, James Gunn c'est un peu le rebelle dans les studios Marvel et DC Comics, voilà, même Star-Lord c'était un peu le super-héros à contre-pied dans l'univers du MCU. Bah moi c'est pas mon truc en fait, c'est un film trop rebelle, trop adolescent, trop vulgaire pour moi en fait. Donc limite non, limite à certains égards je préférais peut-être presque la version de David Ayer sur certains points. Attention, je dis pas que j'aime le film dans sa globalité, mais sur certains points, bon je reconnais par exemple que dans la version de James Gunn, Harley Quinn est bien mieux développée, qu'elle est bien plus Harley Quinn que dans la version Ayer, quoi, où dans la version Ayer elle était trop meuf bimbo etc. Bon là elle fait bien plus Harley Quinn que dans n'importe quelle autre œuvre. Voilà, ils ont bien réussi à la relooker hein, pour bien coller à ce qu'ils en avaient fait dans Bird of Prey. Voilà, il y a trouvé un équilibre entre la Harley Quinn de son film solo elle et la Harley Quinn du coup de ce à quoi elle est vraiment censée représenter. Mais voilà, bon, à part ça, j'ai pas retenu grand monde, hein, même le requin, la Stallone, bof, c'est Osef. J'en connais quand même qu'il y a quelques bonnes actions. Le climax avec l'approche, j'ai trouvé ça ridicule. Voilà, je pense que c'est un mot qui convient bien pour dire ce que je pense du film. Ridicule, rebelle, voilà. C'est pas mon truc. Voilà, c'est un film qui est trop gamin pour moi. Attention, j'insulte personne, hein. Si vous avez aimé, c'est tant mieux pour vous et vous avez tout à fait le droit d'aimer, c'est votre avis. Mais me concernant, non, c'est pas le style des films vraiment qu'elles adorent. Voilà, j'ai l'impression d'avoir régressé en fait en voyant ce film, quoi. C'est vraiment pas un humour
humour, un style qui me correspond. Voilà, le style de James Gunn, ça me plaît pas. Voilà. Donc bon, peut-être que le film a fait l'unanimité. Voilà, les gens ont tous et tout le monde a été conquis. On reconnaît que James Gunn, il a été en roue libre complet sur ce film et tant mieux pour lui. Voilà, s'il a pu faire ce qu'il voulait. Mais me concernant, non, j'adhère pas. Voilà, le scénario il est pas top, les dialogues sont pas, me plaisent pas, les personnages, bon, ils sont bien joués, c'est sûr. Voilà, chacun apporte sa patte, que ce soit John Cena, Stallone, Margot Robbie, voilà, tous les personnages jouent bien, tout le casting est investi, il y a des scènes d'action très cool. Voilà, je le reconnais les qualités qu'il a, mais c'est pas fait pour moi. Voilà, le style d'humour, malgré tout le côté artistique qui est plutôt qui n'est pas à renier, effectivement qui est même regardable, c'est pas mon style, désolé. Donc malheureusement The Suicide Squad en 10e place. 9e place. Votre présence est une bénédiction. Et bientôt. Sainte Maud de Rose Glass. Alors vous savez, j'encourage beaucoup les femmes qui se lancent dans la réalisation, et encore plus si c'est de l'horreur. Voilà, parce que du coup, Rose Glass, c'est sa première réalisation. Enfin, elle avait fait quelques travaux avant, mais du coup, là, c'est sa première vraie réalisation, son premier long métrage. Et je dois dire malheureusement que c'est laborieux. Voilà, il y a quelques bonnes tentatives par-ci par-là, il y a quelques bonnes idées. Elle s'est bien dirigée. À la fin, on sent qu'elle a essayé d'aller vers quelque part, mais ça fonctionne pas vraiment. Voilà, il y a quelques idées dans la lumière, dans les jeux de caméra, comment elle positionne, ses angles de vue, comment elle dirige aussi. Voilà, elle dirige bien tout son casting, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, l'actrice principale, elle est plutôt crédible, on y croit vraiment, mais malheureusement, on croit pas à l'histoire et au scénario. Voilà, cet auxiliaire de vie, voilà, qui s'occupe de cette femme un peu étrange et qui va du coup changer de comportement, qui va devenir un petit peu radical. Voilà, la religion, etc. On comprend un peu l'histoire, mais on a du mal à vraiment être dedans. Enfin, moi, j'ai vraiment eu du mal à être dedans. Bon, c'est une proposition, il y a des propositions de suspense et d'horreur pour nous foutre la frousse intéressantes. C'est pas le souci, tout n'est pas acheté non plus. Il y a quelques bonnes idées. Voilà, on sent que Rose Glass a voulu y mettre un peu de sa patte, qu'elle essaie de trouver son identité. Mais très clairement, c'est pas encore gagné. Bon, ce n'était que son premier film. Donc moi, je lui laisse une chance, mais pour le moment, elle peut faire beaucoup mieux que ça. Voilà, il y a quelques idées par plan. Voilà, l'histoire, des fois prend un tournant intéressant. Voilà, quand notre héroïne est vraiment endoctrinée, quand elle est à fond dans sa religion, dans sa foi, c'en est flippant. Voilà, la deuxième partie, elle est vraiment intéressante. Voilà, l'idée de base, elle est pas mauvaise, c'est pas le souci. Mais je sais pas, l'histoire, des fois elle se perd un peu, elle part un petit peu dans tous les sens, la fin elle est what the fuck. Bon, elle est intéressante, mais what the fuck, voilà, il y a des fois où on interprète un peu l'histoire à notre manière, mais c'est pas gagné. Voilà, c'est un premier long métrage intéressant qui recèle de bonnes idées avec une héroïne investie et des tentatives pour ce gars donc de marquer son identité, parce que voilà, il faut avoir une identité dans le genre horrifique. Voilà, Ari Aster et James Wan ont réussi en avril, et maintenant c'est une nouvelle vient de faire son entrée et elle doit faire ses preuves. Donc écoute Rose Glass, je t'encourage. Ce premier long métrage, c'était pas encore ça, mais je t'encourage. Voilà. 8e position. En 8e place, un film assez particulier qui a eu tous les éloges qu'il méritait à Cannes. Voilà, meilleure direction artistique, meilleur réalisateur pour les Oscarax. Et j'ai bien peur que le style Carax en fait ne me corresponde pas, que ce ne soit pas un cinéma fait pour moi, parce que j'ai rattrapé peu après, Holly Motors et Mauvais Sang, respectivement avec Denis Lavant et Juliette Binoche. Et effectivement, j'ai compris que le cinéma de l'Oscarax ne me correspondait pas. Voilà, que c'était trop povni, que c'était trop différent, que c'était trop à part pour moi. Voilà, j'adhère pas à ce cinéma. Voilà, c'est trop étrange pour moi, voilà. Et le problème dans Annette, c'est que visuellement, techniquement, les chansons, les interprétations, voilà, Cotillard, Driver, etc., ils jouent très bien. Voilà, Madame Driver, il est quand même passé de Léo Carax à Ridley Scott 2 fois, donc du coup avec le dernier duel et House of Gucci. Mais je sais pas, les interprétations sont géniales, voilà, ils jouent très bien. Même Cotillard, elle est fabuleuse, voilà, même tout est très beau, tout est très bien chanté. Mais c'est au niveau du sein que je vais avoir un problème. En fait,
c'est un film qui n'arrête pas de chanter, c'est un film qui a du chant tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors les chansons, les paroles ont un sens, elles signifient quelque chose, voilà, elles traduisent effectivement l'action qui se passe dans le film, mais j'ai l'impression qu'en fait, tout le côté dramatique, tout l'ampleur scénaristique, tout le potentiel, toute l'histoire, en fait, ça passe par les chansons. Et du coup, le film ne se pose jamais pour qu'on ait de vrais dialogues comme dans un film de tous les jours, quoi, comme dans un film normal. Et bon, je l'ai compris, Annette, c'est un film ovni, quoi. C'est un film totalement à part, c'est un film qui va à contre-courant, voilà. Là, Oscar Isaac réalise un film tous les 8-10 ans. Mais voilà, j'ai compris qu'Annette, c'était pas un film fait pour moi, donc je le mets quand même dans mon flop parce que je l'ai pas aimé, mais c'est pas un film pour moi. Il est très bien, voilà, il a de très belles qualités, voilà, les interprétations, voilà, toute la scène où, le personnage d'Adam Driver, il se met en scène, voilà, où il fait ses petits shows. Quand Cotillard et Adam Driver, ils sont ensemble à l'écran, ça fait tilt, l'alchimie elle est présente, leur amour, c'est vraiment magnifique, toutes les paroles sont vraiment sublimes, puis même le délire avec la poupée Annette, pour moi c'est trop étrange pour moi en fait, je sais pas, puis la fin là, elle a un double sens, mais je sais pas, j'ai pas adhéré au délire, voilà, pour moi c'est quelque chose qui me convainc pas, c'est pas un film que pour moi, c'est un film qui est bien, mais qui m'a semblé trop lourd, trop long, et puis ça chantait quoi, ça se posait jamais quoi, et puis il y avait des petits moments de pause, où en fait des fois on avait des petits flashs qui faisaient un rapide statut donc de la relation qu'entretenaient du coup les personnages de Cotillard et de Driver, mais c'était, je sais pas, c'était fait de façon étrange, voilà. Je sais que je parle de ce film extrêmement mal, mais je lui trouve de très belle qualité, voilà, encore une fois, les chansons, les sparks au début, c'est magnifique, voilà, la scène d'introduction, je la trouve magnifique, elle nous met directement dans le bain, mais en fait, ça part de là, et ça ne s'arrête jamais, c'est toujours sur cette même longueur d'onde, voilà, du chant. Alors oui, des fois, il y a des moments de dialogue, mais voilà, quoi, c'est quelques dialogues par-ci par-là, quoi, c'est le film chante, etc. Et tout passe par le dialogue. En fait, on est censé réinterpréter les dialogues pour en faire un scénario. Du coup, les dialogues, c'est le scénario, quoi. C'est là où j'ai un peu de mal. En fait, c'est que c'est un film qui est très beau. Voilà, la scène en fait qui est sur l'affiche où ils sont en mer et du coup le personnage de Cotillard meurt et fait sa chute. Bah du coup en fait moi j'étais pas investi émotionnellement dans cette bande. J'en avais rien à faire parce que ça passait tout par le chant. En fait, tout est en chant, tout est musical, tu vois. Vous voyez tous les ampleurs dramatiques, tous les aspects. En fait, ça passe dans le chant. En fait, tout ça, et c'est exprimé par la chanson. Pareil, la scène du coup où le personnage de Adam Driver, il tue en fait le chef d'orchestre après qu'il ait compris qu'il avait une relation avec le personnage de Cotillard. Bah en fait cette scène-là, enfin c'est pas qu'on s'en fout, mais j'étais pas impliqué dedans parce qu'encore une fois, c'était surtout en chanson quoi. L'aspect dramatique, il était du coup passé dans les paroles de la chanson encore une fois. Donc voilà. Par contre la scène avec le pianiste, avec le chef d'orchestre, voilà, quand la caméra elle pivote autour de lui, que du coup il dirige son orchestre comme ça, on sent la force. C'est là il y avait des paroles, donc là oui, là c'était vraiment une très belle scène, voilà, la scène avec le chef d'orchestre, j'ai bien aimé. Manette globalement c'est pas un film qui fait pour moi, voilà, il a de nombreuses qualités, il a ces nombreux atouts qui font que c'est un grand film à part, mais c'est pas fait pour moi, voilà, j'ai dû sûrement passer à côté, mais du coup je suis quand même obligé de le mettre dans ce lot parce que pour moi c'est quand même un film un petit peu prétentieux, voilà, le Semaine Caraïbes, j'ai l'impression que c'est un mec vraiment qui veut vraiment faire du cinéma très très différent, que c'est un cinéaste qui a vraiment sa patte, ça c'est sûr, il a sa patte et dès qu'on voit Annette ça se voit. Peut-être aussi que j'aurais dû voir d'autres films de Lewis Carrick avant de voir Annette, parce qu'avant Annette je connaissais pas Lewis Carrick, moi j'ai connu Carrick justement avec ce film, et peut-être que j'aurais dû voir un peu ce qu'il avait fait avant, mais globalement non, Annette c'est pas du tout un film qui fait pour moi quoi, voilà, j'aime bien les comédies musicales, mais là ça chante tout le temps en fait, c'est ça qui est problématique, c'est que le moindre aspect dramatique, le moindre chose pour laquelle on devrait être investi pour les personnages, ou qui a de l'impact pour le récit ou pour l'histoire, et pour son aboutissement, pour sa finalité, ça passe dans la chanson, tout passe par la chanson en fait. C'est ça en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de scénario ou d'épaisseur scénaristique ou de dialogues normaux ou de moments posés comme ça où les personnages discutent, etc. Enfin il y en a peut-être mais ils sont très minimes par rapport à tout ce qu'on a en chanson quoi. Et au bout d'un moment t'as dit bon c'est bon là tu peux poser un peu tes personnages, ils peuvent discuter calmement, normalement, sans chanter quoi. Il y a même une scène qui m'a vraiment énervé où les deux personnages sont en train de faire l'amour, ils sont en train de coucher ensemble et je me suis dit bah voilà on va avoir une belle scène de sexe normale, voilà ça va être vraiment une scène posée.
Et ben même là, il chante. Et je me suis dit, non mais tu te moques de moi, tu te moques de moi, Carax là. Même cette scène-là, tu les fais chanter quoi. Enfin, je veux dire, il y a un personnage de Driver qui est en train de faire quelque chose à Marion Cotillard. Voilà, il est en train de lui faire quelque chose pendant leur rapport. Et même pendant cet instant-là, il se met à chanter. Mais tu te dis, mais non, mais c'est bon, ok, c'est bon, passez à autre chose là, s'il vous plaît, parce que ça m'a un peu énervé. Vraiment, je m'attendais à ce qu'il y ait des moments de pause, comme dans chaque film musical. Vous voyez, les comédies musicales, généralement, il y a beaucoup de choses, mais aussi des moments où les personnages se parlent, où ils discutent. Et ben là, non, il n'y a pas ça. Voilà, où là, ils sont très minimes par rapport à toutes les scènes de chant qu'il y a. Et à un moment donné, c'est un petit peu lourdin. Et donc, je peux comprendre celles de ceux qui ont aimé, je le respecte totalement, mais j'ai trouvé ça très lourd, et voilà, quoi, c'est pas pour moi, tout simplement. Donc voilà quoi, Annette en 8ème position. Ça commence par un petit rhume, une grippette, puis après ça descend sur les poumons comme ça t'attrape, ça te serre, tu peux plus respirer. Alors, je sais que je vais sans doute paraître très méprisant, mais alors là, le film dont je vais vous parler dans quelques secondes n'aurait jamais dû exister. Et heureusement qu'il n'est pas sorti au cinéma et sur Netflix, parce que alors là, je pense que j'aurais pété un câble étant donné que d'autres films bien mieux que ça auraient dû sortir eux au cinéma et sont sortis du coup sur les plateformes. Mais alors là, je pense que 8 rues de l'humanité, c'est le film qui n'aurait jamais dû exister, voilà. Parce que Danny Boone, c'est tout ce que j'étais dans le cinéma français, voilà, c'est nul, c'est pas drôle, c'est lourd, et pourtant ça fait des millions au box-office. Alors pourquoi? Alors qu'il y a des films bien mieux que ça qui, eux, flopent complètement, voilà, parce que bon, Danny Boone, il a rien de drôle, chaque blague me fait plus mourir de honte que mourir de rire. Mais bref, Hurler de l'humanité, ou l'excellente idée donc de Danny Boone de prendre le sujet le plus en vogue dans les médias, BFM TV, CNews et tout le bordel, et d'en faire un film, mais au second degré, dis donc. C'est vrai que à l'heure actuelle où on voudrait voir des films beaucoup plus road trip, beaucoup plus libérateurs comme No Man's Land par exemple, des films qui nous libèrent de notre cancan actuel, qui racontent totalement autre chose que de la pandémie ou des virus mortels ou des trucs qui font des millions de morts dans le monde. Et ben non, Danny Boone lui il prend ce sujet-là et puis il en fait un film extrêmement à l'actualité. Voilà, un immeuble en plein confinement, mais on avait vraiment envie de voir ça. C'est vrai que moi alors que tout le monde ne parle que de ça à longueur de journée, que les gens ils craignent un confinement à chaque fois que notre gouvernement prend la parole, c'est vrai que j'avais très envie de voir un film exactement sur ce que les gens redoutent, dis donc. C'est vrai, mais quelle bonne idée, monsieur Danny Boone. Voilà, bah écoutez, j'ai vu Vivre l'humanité et c'est pas drôle, c'est inutile et ça n'aurait même pas dû exister. Bon, il y a quelques trucs, voilà, enfin Danny Boone il surjoue à mort, voilà, en plus voilà, le mec complètement hyperchondriaque qui craint de choper le virus, c'est d'un agaçant. Je sais que c'est du second degré, attention, je l'ai pris aussi comme ça, voilà, je sais que c'est totalement du second degré, mais c'est au-dessus de mes forces d'accepter un film comme ça, alors que tout le monde ne parle que de ça à H24, quoi. Je veux dire, comment on aurait pu, pourquoi avoir eu l'idée de faire ce genre de film-là, de se servir de cette actualité-là, et de le sortir maintenant? Pourquoi en fait faire ça? Je comprends pas l'utilité, je comprends pas à quel moment le mec s'est dit tiens, tout le monde ne parle que de ça, et si je faisais un film qui parle exactement de ça? Mais je comprends pas en fait où est le sens, où est l'utilité, où est le bon sens de Danny Boone à ce moment-là. Enfin je veux dire, oui il y a des moments, enfin je veux dire le personnage que je préfère là-dedans c'est François Damiens, voilà, celui qui est le plus terre à terre, voilà, celui qui essaye de prendre un peu tout le monde de bas, voilà, il est un peu drôle. François Damiens d'habitude c'est très loin d'être un acteur que j'apprécie beaucoup, mais là pour le coup dans ce film là bah je l'ai apprécié. Allez savoir pourquoi, parce qu'ils ont donné une personnalité à ce personnage que j'ai bien apprécié. Mais alors Danny Boone, qu'est-ce qu'il est insupportable dans ce film, c'est pas possible. Même sa femme je l'ai plus apprécié dans ce film, c'est voilà quoi. Ivan Attal dans le rôle du médecin là qui est en bas de leur immeuble, voilà, qui fait un peu son prétentieux, voilà, qui veut à tout prix trouver un vaccin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà, ce film n'aurait pas dû exister. Voilà, il a quelques ressorts comiques intéressants par-ci par-là, mais en majorité, je ne voyais vraiment pas l'utilité donc de se servir donc de ce sujet d'actualité pour en faire un film vraiment centré sur ça. En plus, le film commence vraiment avec la voix de notre très cher président qui annonce la phrase qui nous a tous fait flipper il y a un an. Nous sommes en guerre. Non, mais c'est sûr que vraiment Danny Boone t'as fait le film parfait dont tout le monde avait besoin. Vraiment, je comprends pas
du tout l'utilité d'avoir fait ce film maintenant ou même jamais en fait. Ce film, t'aurais jamais dû le faire, c'était une très mauvaise idée quoi. Enfin, je veux dire, cette pandémie, on en parle déjà assez comme ça, et toi tu vas nous faire un film sur le confinement, sur le virus, mais quelle inutilité. Pourquoi tu as fait ça? Je me le demande. Donc vraiment, c'est pas drôle. Il y a quelques trucs sympas vite fait, même la fin, ils essayent de la rendre un peu émouvante, mais vraiment quoi, le concept même du film, je le trouve stupide. Voilà, le film se révèle sympa par moments. Voilà, notamment il y a une histoire avec deux gosses voilà qui vont tomber amoureux pendant le confinement. Pareil, il y a un truc, ils ont essayé de rendre le truc émouvant parce qu'en fait le concierge, sa femme est à l'hôpital parce que du coup elle a chopé le virus. Il y a le médecin, comme je vous l'ai dit, joué par Ivan Natal, qui est vite fait qui est vite fait drôle. Voilà, il y a François Damien, ce que j'apprécie à peu près encore. Voilà, il y a quelques trucs vaches à peu près drôles, intéressants, mais globalement le concept du film en lui-même, je comprends vraiment pas pourquoi Danny Boone il a voulu sortir ça maintenant. Voilà, et pourquoi il a voulu sortir ça, à quel moment le mec s'est dit que c'est une bonne idée en pleine période, en pleine époque où on parle que de sa longueur de journée, que le mec en plus il en rajoute quoi, ça sert à rien. Bref, suivant. Vous savez que j'apprécie plutôt beaucoup le travail de M. Night Shyamalan, en tout cas donc les premiers films qui l'ont révélé au grand public, que ce soit Sixième Sens, Incassable, même The Village, The Visit, etc. J'aime beaucoup l'ensemble de son travail, sa mise en scène, c'est pas vers quoi il est le plus fort, mais en tout cas ses scénarios assez bien construits, ses retournements de situation qui l'ont rendu célèbre, ça c'est vraiment ce qui a fait sa renommée. Et là, pour le coup dans Old, j'ai rien trouvé de tout ça. La problématique donc de son film, il expose sur des kilomètres sans pour autant trouver de résolution. Enfin, il essaye de trouver des résolutions, les personnages essayent de trouver des solutions et des réponses à leurs questions concernant le fait de pourquoi ils vieillissent aussi vite dans ce lieu-là, justement. Mais encore une fois, toutes leurs résolutions, elles tombent très vite à l'eau, voilà, parce que du coup les gens y meurent et après le film il avance tellement sans trouver de résolution qu'en fait le film en devient prévisible et à la fin on se dit ouais bon bah à la fin ils vont tous mourir de vieillesse sur cette plage, sauf qu'à la fin du coup il se dit ah mais ouais mais non mais mon film il peut pas être aussi prévisible, donc du coup à la fin il tente de nous trouver un retournement final, mais vu qu'il l'exploite tellement et qu'il le bat tellement à la fin, en fait son twist il a plus aucun sens, parce que vous comprenez, il va absolument te foutre un twist, parce que sinon son film il aurait été trop prévisible si tout le monde était mort sur cette plage à la fin. Donc du coup, il te faut un twist comme ça, mais il est tellement tiré par les cheveux, il est tellement pas expliqué, que tu te dis, ok, bon, tu nous as foutu ça juste à la fin pour faire mine que non, ton film n'était pas prévisible, sauf quand ton twist, il est tellement mauvais, pas expliqué, tiré par les cheveux, et amené comme ça à la fin pour dire, ah bah, vous voyez, ça, tu t'y attendais pas, qu'au final, ça rime à rien, quoi. Donc encore une fois, niveau scénario, déjà, c'est très problématique, parce que c'est de l'exposition, mais voilà, le film n'a jamais de ressort, le film ne rebondit jamais sur quelque chose pour avancer, voilà, le film n'a jamais rien d'autre à raconter que sa problématique qui ne trouve jamais de résolution, d'aboutissement intéressant, enfin je veux dire il n'en fait rien d'intéressant, les personnages on s'y attache pas, voilà, on nous apporte des informations ici et là sur quelques personnages pour qu'on s'attache un minimum à eux, pour qu'on les suive au cours de cette histoire, mais c'est raté. Les effets spéciaux de vieillissement, à part sur les mômes, en fait, vu qu'ils sont déjà petits et qu'ils poussent un seul coup, ouais, c'est impressionnant. En fait, il y a que sur les mômes où tu vois vraiment l'impact de ce vieillissement. Mais vu que les adultes, voilà, ils ont déjà vers la 40, cinquantaine, et enfin, il faut vraiment que Shyamalan il fasse des gros plans sur leur visage pour qu'on voie vraiment les rides ou leurs cheveux qui veillent un peu grisâtres, ou alors qu'on attend à la fin du film pour qu'ils soient vers un âge avancé et que là, du coup, le vieillissement se voit beaucoup. Mais sinon, voilà, même les effets spéciaux, c'est rien d'extraordinaire non plus. La mise en scène, on a connu Shyamalan plus inspiré que ça. La colorimétrie, c'est aussi important. Là encore, c'est pas incroyable. L'environnement ne recèle rien d'intéressant. Il y a quelques moments vite fait où tu cherches un peu à comprendre ce qui se passe, où tu as un minimum investi dans le récit. Mais encore une fois, Old, ce sera dans les pires longs métrages de M. Night Shyamalan. Et encore une fois, en plus, il sort quand même de sa trilogie Incassable avec Glass qu'il avait fait en 2018-2019 du coup, non, début 2019. Et bah là, je suis désolé de vous dire ça, mais non.
Shyamalan, là, c'est dommage, hein, parce que la bande-annonce présageait quand même des choses intéressantes, mais en fait, la bande-annonce a spoilé toutes les choses intéressantes du film. C'est-à-dire que la petite fille allait du coup avoir une grossesse très rapide, voilà, ça c'était intéressant, mais ça, il aurait fallu qu'en fait, qu'il nous le réserve pour le film. Et là, du coup, il a pas ça dans la bande-annonce, du coup, il n'y a pas aucun suspense, en fait, on savait qu'il y avait des moments très intéressants qui allaient avoir lieu, mais en fait, du coup, ces moments intéressants, on les savait déjà depuis la bande-annonce, donc du coup, pour nous spectateurs, il n'y avait aucun suspense, donc, non. Old mérite hélas d'être dans ce drop 2021. Voilà, je suis vraiment navré, mais même moi, bon, j'adore Shyamalan, encore une fois, vous le savez, mais là, pour le coup, non. Donc voilà, donc 6ème position, Old. 5ème position. Je brille quand je suis sous pression, comme un diamant, ou comme Rihanna. En numéro 5, Tom et Jerry de Team Story. Alors, je ne connais pas le travail donc, de Team Story, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est pas du très bon, donc ça m'a pas donné envie de voir ce qu'il a fait de plus, et encore moins après avoir vu Tom et Jerry. Alors, je suis sûrement peu le public visé, voilà, ce film n'est sûrement destiné que pour les moins de 10 ans, ou même les moins de 5 ans, voilà, ceux qui ont 3-4 ans et qui vont à peine au cinéma. Bon, j'ai l'air peut-être parce que peut-être qu'à 3-4 ans on va pas forcément au cinéma. Bon, elle est peut-être pour les petits, genre 6-7 ans à tout casser, mais je dois sûrement peu être public visé. Je mettais sur le dos de l'âge et du fait que je sois certainement pas le public visé par ce style de métrage, mais je le vois par curiosité, voilà, parce que j'étais attaché effectivement au dessin animé Tom et Jerry, voilà, quand j'étais plus jeune, donc moi j'y suis allé le voir forcément avec un œil nostalgique, donc ça faisait plaisir donc de revoir ces personnages de mon enfance, ça oui, mais ça va, ils les ont bien intégrés. Bon, le scénario il casse pas trop patin un canard, mais l'animation n'est pas dégueulasse, voilà. Ce que je dirais, c'est que les running gags, quand ils se disputent leur chamaillerie, ça aboutit à des scènes vraiment marrantes, pas trop mal foutues, ça va, j'étais surpris quand même. Bon, la mise en scène va pas chercher trop loin non plus, mais pour mettre en scène Tom et Jerry, ça va, ils se sont bien débrouillés, les CGI sont pas mauvais, la motion capture, bref, tous les moyens d'animation qu'ils ont utilisés ne sont pas mauvais, voilà, il y a des scènes dans l'hôtel qui sont vraiment pas mal. Concernant les acteurs, il y avait quand même Chloé Grace Moretz. Bon, voilà, son personnage, suite à un quiproquo, elle devient l'employée d'un hôtel prestigieux. Bon, son personnage est plutôt malin. Voilà, le tandem qu'elle forme avec Michael Peña, Tom et Jerry, il est plutôt marrant. Bon, c'est plutôt comique en général, hein, mais bon, après, c'est de l'humour, encore une fois, pour les tout petits, donc sur moi, ça marche pas, mais c'est pas archi mauvais non plus. Je m'attendais à beaucoup pire, mais après, bon, le scénario, il va pas chercher très loin. Normalement, c'est un film qu'on se mate chez soi le dimanche ou qu'on regarde en VOD à 2-3 euros. Mais bon, j'y suis allé parce que j'avais du temps à perdre et ça va. C'est moins pire que ce que j'imaginais, mais très clairement, ouais, je suis pas vraiment le public visé, quoi. À aucun moment, je me suis dit, oula, quelle merde, ou oula, quel très bon film. Voilà, j'ai été ni surpris ni grandement déçu. Mais il est quand même en flop parce que je suis pas le public visé. Voilà, très clairement, c'est un film pour les tout petits et pas pour moi. Mais ça faisait quand même plaisir de voir de Tom et Jerry sur grand écran après les avoir connus quand j'avais moins de 10 ans. Ça, c'est sûr. Mais voilà, il sera quand même en flop. Voilà. Parce que il me fallait des films pour des flops et bon voilà, j'étais pas le public visé. Mais Tom et Jerry pour les petits c'est très sympa. Voilà, c'est un film à voir éventuellement en famille. Voilà. Par contre, je comprends pas ce que Michael Peña me fout là-dedans, puisque Michael Peña c'est quand même pas n'importe quel acteur non plus. Chloé Grace Moretz, je suis quand même assez déçu de l'avoir dans ce genre de film là, parce que bon, ça fait quand même longtemps qu'elle essaie de percer dans le cinéma et je vois qu'on lui donne pas spécialement de rôle intéressant, donc bon, c'est plutôt dommage de l'avoir dans ce style de film assez minoritaire. Donc voilà. Numéro 4. Pas spécialement comme quelqu'un de très moral, mais je suis juste. House of Gucci de Ridley Scott. Alors, pour celles qui ont vu ma critique, vous savez que je n'étais pas du tout emballé quand le film est sorti. Et je ne le suis toujours pas. Voilà. Autant avec le dernier duel, il avait vraiment réussi à vraiment bien remonter dans les critiques, dans les statistiques et dans sa carrière. Il faisait une bonne remontada. Bon, pour moi, il avait jamais réellement chuté. Il avait fait de bons films avant ça. Mais voilà, le dernier duel, ça signait vraiment son retour en grande fanfare. Et puis là, avec House of Gucci, il signe de nouveau ça chute. Voilà, vraiment, il se perd dans son histoire, il va dans tous les sens. Il raconte rien d'intéressant. Ça patauge dans tout un tas de dialogues dont on se fout.
fou. Les acteurs, bon, on y croit sans vraiment y croire. Il ne sait pas utiliser Al Pacino. Bon, c'est juste parce qu'il leur fout des costumes à $2000 que du coup ils paraissent tous un minimum fringants, investis et à péter la classe, mais en vérité aucun n'est vraiment investi convaincu parce qu'il joue. Même Al Pacino il sait pas l'utiliser, Jared Leto il en fait des tonnes, Adam Driver bon peut-être à la rigueur, et Lady Gaga j'ai pas du tout aimé comment il a dirigé dans ce film là, étant donné que c'est en contradiction avec tout ce qu'il a fait par rapport à la femme 30 ans auparavant. J'avais notamment mentionné Thelma et Louise dans celui-là et je n'ai toujours pas changé d'avis. Je trouve toujours que la façon dont il dirige Thelma et Louise, dont il dirige Lady Gaga dans House of Gucci, c'est du n'importe quoi, il en a fait n'importe quoi. Mais encore une fois, même si comme la façon de la diriger dans ce film-là correspond effectivement à la véritable Patrizia Reggiani dans l'histoire vraie, parce que je rappelle House of Gucci c'est une histoire vraie, je pense qu'il aurait pu s'y prendre autrement pour diriger Lady Gaga, parce que vraiment son traitement me sort par les yeux. Vraiment j'ai pas compris ce qu'il avait fait de Lady Gaga dans ce film là. Bon, Adam Driver il joue bien parce que c'est un bon acteur, mais encore une fois Al Pacino il ne sait pas l'utiliser. J'ai mis Irons plutôt second rôle. L'histoire elle raconte tout sauf ce qui nous intéresse vraiment, à savoir la chute de la famille Gucci, parce qu'il passe par tout un tas d'étapes, il passe par tout un tas de personnages, mais au fond il perd beaucoup son temps et c'est pas forcément très utile. Voilà, notamment toute l'intrigue avec Jared Leto, on s'en fout mais à un point. Le rythme il perd vraiment, il y a vraiment un gros temps mort au milieu du film, mais après on a beaucoup de mal à récupérer. Puis la fin, voilà, tout ce qui est la mort de Maurizio il le bâcle, il le met très mal en scène. Voilà, il voit que son film est déjà beaucoup trop long, du coup il est obligé de vraiment de rusher à mort pour que son film ne dure pas 3 heures, et du coup ça se sent parce qu'à la fin il bâcle, il rush, et du coup et ça fait qu'House of Gucci est un film qui prend beaucoup trop son temps au début, voilà, pour vraiment nous présenter le couple Maurizio Patrizia. Après il s'engouffre dans ce monde de luxe, où tout le monde, ou dans cette famille de luxe, d'argent, de trahison, où tout le monde se fait des coups bas par derrière, et au final ce qu'il raconte on s'en fout un peu, il part dans tous les sens, et après il sent qu'il faut conclure, donc du coup il fait ça un peu à la One Again, et ça fonctionne pas. Voilà, dans House of Gucci, c'est long, ça met du temps à démarrer pour rien. Voilà, au début, il aurait pu couper pour vraiment passer à ce qui nous intéressait. Au milieu, il raconte vraiment des choses dont on se fout un peu. Du coup, ça alourdit encore plus le récit, et à la fin, il voit que du coup, qu'il doit très vite conclure. Donc du coup, il fait ça n'importe comment, il bâcle, et ça donne pas un film très correct. Et ça donne même l'un de ses pires films. Donc House of Gucci en numéro 4. Numéro 3. Tu es de loin la femme la plus insupportable, la plus difficile, la plus obstinée et odieuse que j'ai jamais rencontrée. Malcolm et Marie de Sam Levinson, ou le film de confinement inutile et prétentieux par excellence. Alors, c'est pas le seul film prétentieux de cette année, hein. Annette, dans son genre, selon la manière de caractère de mettre en scène, est très prétentieux aussi. Mais alors, Malcolm et Marie, c'est le film, voilà, que Sam Levinson, donc créateur d'Euphoria, il voulait réaliser parce que sans doute il s'emmerdait par le confinement, donc il s'est dit, tiens, je vais réunir 2 acteurs un peu à vogue, voilà, donc John David Washington, donc le fils de Denzel Washington, donc qui sortait donc du dernier Nolan, qui avait plus de bien marché au box-office, et Zendaya qui fait sa jolie ascension en ce moment à Hollywood avec le dernier Spider-Man, Dune et tout le bordel. Donc c'est dit, je vais prendre ces 2 acteurs là, je vais les foutre dans une maison, et ils vont s'engueuler pendant 1h30, 2 heures, voilà, il va y avoir tout un tas de références donc sur la culture africaine et le cinéma africain, et sur les noirs, etc. Et on va foutre ça en noir et blanc, et ça va donner le film de l'année. Alors là, tu t'es complètement planté, mon Sam Levinson, parce qu'alors là, ton film, j'ai souffert à le voir. Oh que oui, oh là 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 là, quel calvaire, vraiment. Malcolm et Marie, j'avais vraiment besoin de voir une scène de ménage pendant 2 heures, mais c'était waouh. À chaque fois, tu penses que quand ils ont fini leur engueulade, en fait ça recommence, et ça radote, et c'est inutile.
Je vais passer très rapidement dessus, mais vraiment Malcolm et Marie, j'ai absolument pas aimé. Je trouve que c'est c'est un des pires films de l'année de toute manière. Voilà, un film prétentieux, un huis clos en noir et blanc comme ça qui ne sert à rien, si ce n'est voir deux personnes s'engueuler pour une raison aussi anodine que ça n'a aucun sens. Voilà, leur scène de ménage n'a aucun sens. À un moment donné, tu penses que ça se calme, voilà, ils commencent à se câliner, à se radoter un peu, et puis non, leur engueulade reprend, et ça ne s'arrête pas, et ça ne s'arrête pas, et jusqu'à la fin du film, en fait. Et, waouh! Que c'est long à voir, mais que c'est inutile. Pourquoi faire un film comme ça? Voilà, on ne vit pas déjà des temps assez durs comme ça pour ensuite voir un film avec deux personnes qui s'engueulent pour des broutilles pareilles. Voilà, en plus évidemment, il fait ça en noir et blanc, mais juste ça, en fait, juste le concept, c'est prétentieux, c'est inutile, voilà, parce que Sam Levinson, voilà, créateur de la série à succès Euphoria que j'aime bien, voilà, c'est une série somme toute sympathique, mais voilà quoi, Malcolm et Marie, voilà, il y a tout un tas de références donc sur le cinéma africain, Spike Lee, Malcolm X, voilà, il y a toutes ces références là, et tu sens que le mec il fout tout là-dedans, voilà, pour bien faire ressentir que son film est recherché, il est travaillé, qu'il a des convictions, qu'il est engagé, etc., etc. Mais très clairement tu dis non, je suis pas d'accord avec ça, ton film il a rien engagé, il a rien de mémorable, il est chiant, il sert à rien, et encore une fois, par voir deux personnes s'engueuler, se faire du mal et se faire souffrir pendant 1h30, 1h45, 2h, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, je ne trouve rien de bien à voir dans ce film-là, quoi. La mise en scène, il n'y a rien de spectaculaire. La photographie, c'est facile, évidemment, hein. Dans une maison parfaitement géométrique, bien symétrique, etc. Tu fais des plans larges, tu fais des plans bien sombres, tu fais des petits jeux d'ombre, tu fais des petits jeux de lumière intéressants avec la nuit derrière, le contraste, évidemment. Tu peux faire une belle photographie dans une baraque pareille, hein, c'est vrai, hein. Oh, et puis allez, tu fais croire que tes deux acteurs, ils s'investissent à fond dans le rôle, là, tu fais bien des plans sur Zendaya quand elle a les cheveux tout mouillés, tout recrevés sur son crâne quand elle est dans la baignoire. C'est très facile de faire ça, mais c'est un prétentieux. Je trouve que ce film est prétentieux et inutile, absolument, et c'est insupportable. Ce film m'a été totalement insupportable à voir, et j'espère, voilà, pourquoi fallait-il que ce film existe. Voilà, très clairement, il y a rien de plaisant à voir dans ce film-là. Il y a aucune mise en scène, il y a aucune vision artistique. C'est deux personnes qui s'engueulent, et voilà, on a jugé que ce sera un bon film puisqu'il est en noir et blanc, il est référencé, il paraît un peu engagé, avec deux acteurs un peu en vogue. Non, je suis désolé, Malcolm et Marie, c'est une purge. Oui, c'est très méprisant ce que je dis, mais c'est la vérité. Numéro 2. Encore une grosse gifle, pas dans le bon sens, comme vous devez vous en douter, donc les Olympiades de Jacques Audiard en numéro 2. Alors là, très clairement, j'ai pas compris ce que j'ai vu en salle. Je m'attendais à un film d'auteur sur la jeunesse, la liberté, qui parle éventuellement de thématiques importantes comme la sexualité, ou je sais pas, les études, ou tout un tas de choses qui concernent la jeunesse, et le quartier à Paris, les Olympiades, etc. Alors, c'est très drôle, puisque ce film, en fait, se déroule près du quartier où moi j'habite, voilà, donc très clairement ça faisait bien de voir des lieux que je connaissais, par exemple le parc vers la fin où se rend Noémie Merlan pour rencontrer Sacco Girl d'internet, là je le connais parce que c'est un parc où je vais très souvent, même le métro qu'ils empruntent je le connais par cœur, et l'appartement où vit la petite jeune, en fait une de mes amies vit dans cet immeuble, donc c'est très curieux en fait donc de voir certains lieux que je connais parfaitement dans ce film-là. Si seulement le film était bien, par contre, évidemment, parce que non, le film, non, j'ai pas adhéré du tout. En fait, j'ai eu l'impression de voir un enchaînement débats sexuels, ou en tout cas de jeunes personnes donc se donner libre cours à leurs fantasmes, à leurs pulsions, et j'ai eu l'impression de voir que du sexe à longueur de temps. Bon, certes, des fois, ils essayent de développer un peu l'histoire, de développer certaines intrigues, les personnages, de donner un peu d'émotion et de donner un peu de sentiment. Voilà, Audiard, il essaye vraiment de développer un peu ces personnages, notamment la petite jeune, avec le black, là, Camille. Pareil, le personnage de Noémie Merlan, il essaye d'en faire quelque chose.
Mais tout ça, c'est un échec. Mais voilà, à part en fait tout un tas d'enchaînements, c'est de débats sexuels, j'ai rien eu l'impression de voir d'autres. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Vraiment, en voyant le je m'attendais vraiment à un film sur la jeunesse, sur des personnes qui vont se rencontrer, qui vont s'apprécier, qui vont discuter, qui vont se balader dans Paris. Je m'attendais beaucoup plus à ça, et pas à des personnages qui passent leur temps à s'ébattre face caméra, quoi. Jacques Audiard, j'ai pas compris ce qu'il avait essayé de faire avec ce film. Je l'ai trouvé vraiment vulgaire. Voilà, notamment la petite jeune, elle a beaucoup de répliques assez vulgaires. Enfin voilà quoi, la première scène qu'on voit, c'est une nana à poil chez elle. Et je me suis dit, d'accord, le film commence comme ça. Bon, à la fin, ils essayent de donner un ton assez positif au film, mais je suis ressorti du film et je me suis dit, waouh, c'est ça le nouveau Jacques Audiard. En plus, il a eu des récompenses à Cannes, celui-là. Bah, j'ai pas compris pourquoi, parce que très clairement, le film n'a rien d'intéressant à proposer. Vraiment, il a été bien accueilli et ben je respecte, mais je comprends pas pourquoi. Voilà, parce que sur la fille, voilà, on nous indique 3 personnes et j'espérais voir une alchimie entre eux, voir des relations amicales entre eux, les voir discuter, les voir interagir entre eux. Donc oui, il y a des interactions entre ces personnages-là, mais il y a beaucoup d'interactions sexuelles aussi. Voilà, ils passent leur temps à s'ébattre, ils passent leur temps à coucher ensemble, à s'insulter aussi, à dire des vulgarités. Voilà, ils ont essayé de faire 2 duos différents. Donc le duo entre la petite jeune, donc la petite asiate qu'on voit au début, et le blague, donc Camille, et Noémie Merlan et Camille aussi. Enfin, voilà, et aussi Noémie Merlan et une co-girl d'internet. Ils ont essayé de faire quelque chose avec ça, ils ont essayé de faire quelque chose avec tous ces éléments là, mais en vrai ça va jamais nulle part. Voilà, ça donne rien de vraiment intéressant. Voilà, ils ont essayé de développer des relations amoureuses, amicales, c'est très ambigu, tout ça est très ambigu, mais ça donne rien de très intéressant. On n'arrive jamais à s'intéresser vraiment dans ces sous-intrigues-là, étant donné qu'encore une fois, la majorité de ce qu'on voit, c'est des ébats sexuels. C'est d'un intéressant comme film, vraiment, ça m'a pas du tout plu en salle, j'étais même très gêné parce que à force j'étais en train de me dire encore, putain mais ils font que ça dans ce film, ou c'est comment là? Enfin, je sais pas, je suis peut-être passé à côté d'un message, hein, voyez-vous, mais c'est dommage en plus, puisque comme je vous l'ai dit, le film se déroule dans mon quartier, donc j'espérais quand même un scénario beaucoup plus développé, beaucoup plus riche que ça, mais rien de très palpitant, rien de très émouvant, rien de très attachant, non. Vraiment très mitigé. Je l'attendais pas spécialement, mais je peux même aller le voir par curiosité parce que la bande-annonce prévoit quand même quelque chose d'intéressant. Bande-annonce mensongère, merci bien. Donc non, les Olympiades, grosse gifle et pas dans le bon sens, hein, comme vous l'avez deviné. Et pour finir, le numéro 1. En première position, Venom, Let There Be Carnage, ou le film qui prouve qu'on ne juge jamais un film sur les chiffres qu'il fait au box-office. Sinon, Spider-Man No Way Home, Avengers Endgame et beaucoup d'autres films du MCU seraient de bien meilleurs films que des classiques qui ont bidé il y a fort longtemps. Alors Venom 2, c'est ce qu'on pourrait appeler de bouillabaisse numérique. C'est laid, c'est mal filmé, c'est pas soigné, c'est mal joué, c'est mal écrit, c'est pas cohérent et ça tease des choses qui n'arriveront pas dans le futur. Hashtag la scène post-générique qui était censée teaser l'arrivée de Venom dans le Marvel Cinematic Universe, mais vu que la scène post-générique de Spider-Man No Way Home l'a envoyé dans son univers, du coup ça n'a servi à rien du tout parce que la cohérence entre Sony et Marvel allait à jeter à la poubelle. Que dire de plus? Woody Harrelson, il essaye de jouer, mais il est complètement à côté de la plaque. Ou alors on lui donne une romance, mais c'est pas, on n'y est pas impliqué pinceau. Le combat final dans l'église, il aurait pu être stylé, mais vu que les CGI sont générés par ordinateur pour carnager un homme, c'est dégueulasse. La musique d'Eminem est pas mal.
Quoi d'autre? Michelle Williams. Michelle Williams, c'est la seule qui tire son épingle du jeu. Bon, elle joue pas des masses, mais voilà, ce qu'ils font avec son personnage, à un moment donné, c'est plutôt pas mal parce qu'elle est utile. Elle est là pour Eddie Brock encore, vu que c'est encore son ami. Donc ça va, ils essayent d'en faire quelque chose, ils essayent de l'exploiter un minimum, mais ça va, honnêtement. Peut-être Michelle Williams, c'est le seul point positif du film. Après, sinon, on a des scènes affreusement gênantes entre le symbiote et Eddie Brock. Vraiment, voilà, on a des moments comme ça où ils communiquent les deux, où ils sont en symbiose, où ils sont copains comme cochons, mais tu te dis, et là, ça nous ramène à Spider-Man 3, et là tu dis, c'était quoi? Il était censé déjà avoir quel effet, le symbiote sur une personne humaine. Il est pas censé le rendre méchant, le rendre plus maléfique, le rendre plus vulnérable, le rendre faible, au lieu de devenir son ami. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas comment on en est arrivé à cette relation entre Eddie Brock et le symbiote. En fait, c'est gênant, je comprends pas pourquoi ils sont partis dans ce délire, voilà, de les mettre en tant que, de les mettre amis, de les mettre complices, voilà, que Venom soit le symbiote, voilà, qui cohabite chaleureusement et gaiement avec Eddie Brock, voilà. Bon, pour le coup, là, son table de journaliste, il est complètement abandonné, le mec n'a aucun développement de personnage, le mec n'a aucun parcours intéressant. Cassius Clay, donc Carnage, a beaucoup plus de bonnes scènes à jouer, au moins, ils ont essayé de lui foutre un background avec sa copine, etc. Le film commence par ça, c'est pas trop mal, tout n'est pas non plus à jeter, mais globalement c'est une catastrophe. Oui, globalement, oui, c'est le pire film de l'année. Il n'y a pas juste en fait la relation symbiote Eddie Brock fait de ce film le truc le plus gênant qu'on aura pu voir cette année, vraiment. Mis à part ça, il n'y a rien à garder, quoi. Les scènes d'action sont horribles à regarder, mon dieu, que c'est laid, les effets spéciaux sont affreux. Le réalisateur, c'est quand même Andy Serkis, au passage, donc qui avait joué justement dans déjà un film du MCU, Black Panther. C'est très drôle parce que là, du coup, il est censé, il était avec sa scène pas générique, avec la scène pas générique à la fin de celui-là, il était censé donc teaser l'arrivée donc de son Venom dans le MCU, et du coup la scène post-générique de Spider-Man No Way Home renvoie en fait ce Venom là dans son univers à lui. C'est très drôle cette grosse incohérence. Ça veut vraiment dire que Sony et Marvel ils savent vraiment bosser ensemble et donner de la cohérence à leurs deux films. D'un côté il y a un film qui envoie un personnage dans son univers et le film suivant renvoie un personnage dans son univers sans même l'avoir exploité dans le film en question. Waouh, c'est la cohérence cette histoire, je vous jure, ça fait peur. Mais Venom 2, je suis content de pas avoir réussi au cinéma parce que visuellement, qu'est-ce que c'est immonde. Oh là là, la scène où Cassius Clay il fait évader sa copine de prison, c'est affreux. Voilà, la scène où ils partent en bagnole, c'est affreux. Il y a une scène ridicule où Venom il téléphone, il prend le coup de fil de son ex-copine alors qu'il se tient à une poutre comme ça. Le mec techniquement il est en mode ouais ça va, on peut se voir, ouais bien sûr. Tu te dis, mais pourquoi vous avez fait ce genre de scénario? À quoi ça sert? Pourquoi? Enfin, je sais pas, il y a tellement de choses inutiles, il y a tellement de choses qui collent pas, l'écriture, le scénario, il y a rien qui cloche, rien qui est cohérent, on nous sort ça, c'est comme ça, et puis c'est tout, on a ce film, et c'est nul, et c'est mauvais. Voilà, bon, à la rigueur, le générique est cool, je sais même pas comment je prendre ce film, en fait, comme un film de super-héros, comme une comédie, comme un drame, comme un film fantastique, je sais même pas dans quelle catégorie je peux classer cette merde. C'est vraiment, il y a une scène très gênante où Venom se ramène, il est en boîte et tout le monde croit qu'il porte un costume. Seigneur, je pense qu'avec ce film-là, on aura vraiment vu les trucs les plus gênants qu'on puisse voir dans un film Sony Marvel, quoi. Vraiment, waouh. C'est un haut navet en matière de flop, quoi. Encore une fois, la seule qui s'en sort bien c'est Michelle Williams. Ils ont essayé de faire quelque chose avec son personnage, mais encore une fois enfin ça va quoi, c'est le seul truc bien du film. Voilà, bon, on voit le copain de Michelle Williams, enfin, son petit ami dans le film, qui sert à rien. Voilà, il est là mais il sert à rien. Il est même pas important pendant le climax à part avoir peur des aliens. Waouh. Et sinon, ouais, il y a le climax dans l'église qui est vite fait stylé, mais très vite fait. Mais voilà, parce que sinon, pendant le climax, voilà, Andy Serkis il a une bouffée d'inspiration et du coup, voilà, pendant quelques secondes, on a su trouver quelques trucs sympas dans ce climax, mais c'est tout.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce flop 2021 vous aura plu, que vous serez éventuellement d'accord avec moi, voilà. Et puis moi, je vous retrouve très très vite donc pour faire un point série. Salut à tous!